En 2026, je vois tous les débutants faire la même erreur. Ils ouvrent un graphique, ils passent en M1, M5, souvent ils mettent 10 ou 15 indicateurs, tout ce qu'ils ont trouvé sur YouTube, et ils entrent sans avoir défini ce qu'ils devaient faire à l'avance. En clair, si jamais tu débutes en trading et que tu fais cette erreur-là, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que tu ne suis pas un plan, tu cherches juste de l'adrénaline. Chaque nouvelle bougie, ça devient une nouvelle raison d'entrée. En réalité, c'est comme ça que la plupart des débutants détruisent leur compte de trading. Ils multiplient les décisions avant même de comprendre le mouvement. Et aujourd'hui, je ne vais pas te donner une zone magique. Je vais te montrer ce qu'une zone révèle vraiment et surtout ce qu'elle ne garantit jamais. Je vais donner l'outil que j'aurais rêvé avoir en commençant le trading, une méthode pour repérer l'endroit, attendre un retour du prix et décider si le risque en vaut la peine. Pour suivre cette vidéo, la seule chose qu'il va te falloir, c'est un graphique, une connexion internet et une méthode. C'est tout ce qu'il te faut pour appliquer chaque étape. Et petit plus, on est sur la deuxième partie de la vidéo Supply and Demand ou offre et demande en français. Si tu n'as pas vu la première partie, je te laisse mettre pause ici, enregistrer la vidéo et aller en description. Je te mets le lien de la première partie qui est juste avant dans la playlist. Sache qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras repérer la bougie qui déclenche réellement le mouvement, tracer une zone de supply ou de demand sans cacher le prix, attendre le retour au lieu de courir derrière le marché et surtout savoir exactement où et quand ton scénario devient faux. Si tu me connais pas, je m'appelle Insider, j'ai seulement 21 ans, mais j'ai pas commencé la vie ni le trading avec des raccourcis. J'ai commencé comme tout le monde avec une gueule un peu déplorable en allant à la salle de sport, en travaillant dur et à cette époque-là, j'avais pas un seul euro en poche. Tous mes comptes étaient à moins 500 et j'étais complètement fauché. Et après 2 ans de travail dans l'ombre, j'ai construit un système et ça a fait une vraie différence. Le résultat, il est venu après la méthode. Il est venu après le charbon. Une fois que mon travail et que mes efforts étaient fournis, j'ai pu construire un système et ce système-là, il m'a amené à avoir des résultats mesurables. La journée que je t'affiche juste ici, c'est pas une journée random sur mon MetaTrader 5, c'est littéralement la journée d'aujourd'hui. Ça date du 23 juillet 2026 et comme tu peux le voir, c'est une journée à plus de 2000 $. Ce que tu vas savoir faire à la fin de cette vidéo, c'est distinguer clairement une zone de demande d'une zone d'offre. Tu vas ensuite comprendre pourquoi le prix revient parfois dans la zone. Tu vas également savoir placer le risque sans cacher ton trade et tu vas également reconnaître le cas où il vaut mieux ne pas rentrer en position. Le prix et le cours de l'or, c'est un énorme terrain de jeu. Il y a partout des impulsions, des distributions, des retracements, des rebonds, des retournements. Il y a 10 000 procédés différents. Mais il y a bien un truc qu'on repère absolument tout le temps, c'est une zone d'impulsion. Et la zone que je viens d'encadrer juste ici, elle te permet de voir quand est-ce que le prix est en train de distribuer. Au moment où le prix a touché cette zone, on a eu une très forte distribution vers le bas. Ça, c'est notre zone d'impulsion. Et si tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo, d'ici 2 petites minutes, tu vas comprendre quelle bougie cause ça et comment est-ce qu'on va pouvoir rentrer en position grâce à ce concept. Laisse-moi te remontrer un mouvement avec absolument aucun dessin. Je pense que tu peux lire le prix correctement. On a une première baisse du gold et ensuite, on a une zone d'impulsion qui se crée, puis une distribution. La baisse s'atténue légèrement et ensuite, on a un prix qui repart très très fort. On va encadrer juste en bas, comme je l'ai fait sur le graphique précédemment, la petite base avant l'accélération. C'est ce niveau-là qui nous intéresse, c'est la base de l'impulsion ou bien de l'accélération, tu l'appelles comme tu le souhaites. Une fois que la zone elle est bien identifiée, on va attendre que le prix revienne juste en dessous, taper le niveau. Mais attention, on rentre pas directement. Qu'est-ce qu'une zone de demande? Une zone de demande, c'est simplement quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. En clair, le prix a dû monter pour trouver suffisamment de vendeurs. Personne ne voulait contredire la direction du marché et donc on a eu une grosse impulsion d'acheteurs qui sont rentrés. Au contraire, une zone d'offre, c'est plus de vendeurs que d'acheteurs. Le prix a donc dû baisser pour trouver suffisamment d'acheteurs. Quand un prix est trop haut, personne n'achète et ensuite, c'est là que viennent les promotions. Juste là, on peut l'identifier très clairement, on a notre zone d'offre. Et maintenant, où est-ce que se situe notre zone de demande? C'est très simple. Où est-ce qu'on trouve une impulsion? Dans cette zone-là. On va noter la zone de demande en bleu parce que c'est là où il y a une concentration d'acheteurs qui ont ensuite provoqué l'explosion du prix. Et juste au-dessus, on a notre zone d'offre qui a provoqué l'implosion du prix. Maintenant, tu te demandes certainement qu'est-ce qui a provoqué ce mouvement-là?
Quelle est la bougie responsable de tout ce qu'on a ici? Eh bien, c'est très simple, je vais te l'encadrer. C'est la dernière bougie sur laquelle le prix a décidé de changer d'intention. Et la dernière bougie haussière avant notre mouvement baissier, elle est juste là. Ça, c'est la bougie qui est à l'origine de notre zone d'offre. Et si on vient préciser notre zone de demande, quelle est la dernière bougie vendeuse avant notre départ haussier qui a du coup provoqué tout ce qui se passe ici? C'est bel et bien cette bougie vendeuse. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce que je ne prends pas cette bougie vendeuse, c'est simple, celle-ci est plus basse que la suivante. Ce qui veut dire qu'elle est à l'initiation du mouvement. En clair, la bougie responsable est celle qui est à la base du mouvement, c'est celle qui prend de la liquidité plus bas. Et petite question à laquelle tu peux répondre soit en commentaire, soit dans ta tête, selon toi, quelle zone a provoqué le mouvement le plus net? Est-ce que c'est la zone numéro 1 ou est-ce que c'est la zone numéro 2? Je te laisse me le dire maintenant et je te laisse surtout le noter. Parce qu'il y a une de ces deux zones qui est beaucoup plus intéressante à trader que l'autre et on va voir ça avant la fin de la vidéo. Donc reste bien. Maintenant, on va ajouter des filtres. Les filtres, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir rentrer en position de la manière la plus précise possible et d'augmenter le taux de réussite de notre stratégie. Le premier filtre, ça va être de chercher une vraie impulsion. Un vrai départ, un départ qui est énervé et qui montre que les acheteurs sont en place ou que les vendeurs sont en place. On peut faire une comparaison très simple avec une voiture. Si une voiture quitte le parking tout doucement, elle ne va laisser aucune trace d'accélération. Par contre, une voiture de sport qui part ultra vite, elle va laisser des marques au sol et c'est exactement ça qu'on veut chercher sur les graphiques. Le deuxième filtre, ça va être de repérer la base, donc la bougie qui est responsable du mouvement qu'on est en train d'admirer. En clair, la base, c'est le petit moment d'hésitation juste avant le départ réel. Et le troisième filtre, qui est pour moi un des plus importants, c'est de préférer une zone fraîche, une zone qui vient d'apparaître sur les marchés. Parce que ce que l'on suppose quand on re-rentre sur une zone d'offre et une zone de demande, c'est que les acheteurs qui ont initié le mouvement sont encore en position et attendent encore de re-rentrer au même endroit. Alors si le prix est déjà revenu 2 ou 3 fois sur la même zone, ça ne sert plus à rien. Les acheteurs ou les vendeurs supposés ne sont potentiellement plus sur ces niveaux-là. C'est pour ça qu'on va toujours préférer une zone fraîche à une zone qui a déjà été utilisée maintes et maintes fois. En clair, quand tu trades la supply and demand ou bien l'offre et la demande, une zone, tu peux la comparer à une adresse à laquelle tu as rencontré quelqu'un. Tu le sais qu'il s'est passé quelque chose ici, mais tu ne sais pas encore si quelqu'un va t'y attendre quand tu t'y rendras. La première étape, ça va être de repérer le point de départ du mouvement. La deuxième étape, elle est simple, c'est d'attendre le retour en zone. Et la troisième étape, ça va être de laisser le prix légèrement évoluer dans le sens qu'on cherche à observer. Donc on laisse le prix se dévoiler. En clair, on frappe à la porte avant d'entrer. Regarde, on va prendre un cas de figure très simple à identifier. Le graphique est dans une tendance baissière en M15 et même dans les plus grosses unités de temps. On a une grosse récupération dans les niveaux de prix. À ce moment-là, on va pouvoir zoomer sur le mouvement actuel. Le mouvement est bel et bien haussier depuis le début de journée, mais on est fortement en surachat. À ce moment-là, je diminue dans les unités de temps. Je passe donc en M5. Et dès que j'arrive en M5 sur ce mouvement-là, normalement, il y a un truc qui doit me sauter en plein milieu des yeux. Une zone essentielle à repérer et on va avancer un petit peu sur ce trade-là pour savoir si tu serais rentré en position ou non. À ce moment-là, qu'est-ce que tu décides de faire sur les marchés? Est-ce que tu patientes? Est-ce que tu rentres en position? C'est la question qu'il va falloir que tu te poses. Est-ce qu'au moment où je suis en train de te parler sur les graphiques, est-ce que tu rentres dans un trade ou non? Pour ma part, je serais rentré sur une position à la vente à partir de ce niveau-là. Où est-ce que j'aurais placé mon stop? C'est simple. Je l'aurais placé en haut du précédent plus haut qui se situe juste ici. Parce que foncièrement, mettre un stop juste là à 30 pips, ça aurait été un peu serré. J'aurais même pu me placer sur les plus hauts qui sont juste là-bas, mais j'ai envie de la jouer un petit peu risquée parce que je sais qu'on est largement en surachat sur le gold et qu'on a beaucoup de volumes baissiers qui ont été délivrés juste ici. Et à ce moment-là, où est-ce que je vais placer ma zone de prise de profit? Et bien, c'est très simple, sous le précédent plus bas, juste là. Qu'est-ce qui se passe quand je remets play? Le graphique monte très fort, on vient en drawdown sur ma position, et ensuite, on vient toucher un plein TP sur le trade que je viens de te présenter. Mais comment et pourquoi est-ce que je suis rentré en position maintenant? C'est simple, il y a une zone que tu n'avais peut-être pas repérée, c'est la zone d'offre qui est juste là. Comme tu peux le voir, cette bougie-là, elle a initié un magnifique mouvement vendeur sur le gold. Et c'est bien la dernière bougie haussière avant d'avoir un mouvement baissier. Qu'est-ce qui se passe après cette petite accumulation et cette grosse distribution? Simplement, on a une zone d'offre qui se dessine. À ce moment-là, on n'a plus qu'à attendre que le prix revienne au début de la zone, touche cette zone, on sécurise notre trade avec un stop loss au-dessus des précédents plus hauts et on vient chercher soit 2 de risque reward fixe,
ça veut dire que pour 1 de risqué, on vient récupérer 2 sur les marchés, soit on vient se mettre en dessous du précédent plus bas. Et ça, c'est un magnifique setup en utilisant un concept d'offre. Mais si jamais je m'arrêtais là et que je te disais que j'étais rentré en position uniquement parce qu'on avait touché la zone, en vérité, je serais un menteur. Je triche un petit peu parce que c'est du replay. Qu'est-ce que j'aurais fait dans une situation réelle et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois toujours attendre une confirmation. C'est ce qui va te permettre de passer d'un trade sur 2 qui fonctionne à 2 trades sur 3 qui passent sur les graphiques. À ce moment-là, au lieu d'entrer directement au moment où on touche la zone, sachant qu'il n'y a pas de rejet, on attend que la bougie vienne casser et on attend la clôture de la première bougie baissière qui vient nous faire un rejet. Dès que c'est bon, on peut du coup diminuer notre stop loss au-dessus de la bougie qui est arrivée ici et laisser notre TP juste là. On empoche donc notre 2 de risk reward et on a sécurisé un win rate beaucoup plus gros sur ce type de trade là. Et en réalité, si j'avais même voulu affiner mon point d'entrée, je serais passé dans l'unité de temps M1. Ce qui m'aurait permis, dès le premier gros rejet, de rentrer ici et de pouvoir encore plus affiner ma position pour arriver à 3 de risk reward. C'est pour ça qu'il est important de se servir des unités de temps multi-time frame, MTF. Ça, c'est un concept qu'on abordera prochainement dans la playlist, donc n'hésite pas à t'abonner maintenant à Insider Formation pour pouvoir voir toutes les vidéos qui te permettront de devenir un trader rentable sur les marchés. Et ces 3 bougies-là, ou plutôt cette bougie-là en M5, c'est celle qui nous a permis de rentrer en position. Le dernier élément que j'ai ajouté à mon trade, c'est une confirmation. Et cette confirmation-là, elle a un seul rôle, vérifier que le prix réagit vraiment. Elle ne va pas te garantir un trade, elle va juste t'éviter d'entrer uniquement parce que ton prix vient de toucher une zone avec un rectangle. Et avant de rentrer en position, il est impératif que tu saches où ton scénario va devenir faux. Exactement ce que je t'ai montré sur les graphiques, où placer ta zone de stop, mais tu dois également savoir où prendre tes profits. Si je ne peux pas définir cette limite clairement, je ne prends pas le trade, c'est très vrai. Juste là, comme tu le vois, on a une zone d'offre qui est présente sur les graphiques. On repère la base de la zone d'offre avant de vouloir repérer quoi que ce soit d'autre. On place notre zone d'invalidation juste au-dessus et on place l'objectif soit juste avant la prochaine zone de demand, soit sur un plus bas qui suit. Si le prix vient rejeter notre zone et repartir à la baisse, dans ce cas-là, on attend la réaction, la confirmation et on peut rentrer dans le trade. Si la réaction est claire, tu peux clairement envisager d'entrer en position directement. Mais n'oublie pas de revérifier une dernière fois ton niveau d'entrée, ton niveau de stop et ton niveau d'objectif. Et si jamais le prix il vient traverser la zone d'une puissance, évidemment, tu laisses tomber le scénario et tu cherches tes prochaines zones d'offre et de demande. La première erreur qui pourrait te coûter énormément d'argent, ce serait de tracer une zone beaucoup trop large. Des fois, tu as tendance à encadrer 2, voire même 3 bougies qui sont à l'initiative de ce mouvement-là. Et c'est une bonne chose parce que tu as envie de repérer toute l'impulsion et pas forcément de te focus que sur une seule bougie. Et si jamais tu éloignes beaucoup trop ton stop, ça va complètement détruire tes profits. La deuxième erreur que je t'ai montré tout à l'heure, c'est rentrer en position sans confirmation. Ça, c'est clairement ce qui va te coûter le plus cher. Et la troisième erreur, ça pourrait être au contraire, rentrer trop tard, attendre trop de confirmation, trop de rejet et une trop grosse bougie. Si jamais tu entres au mauvais prix, il suffit pas d'avoir le bon sens, la bonne tendance, il faut aussi avoir le bon prix d'entrée. Maintenant, on va analyser ensemble une position sur une zone de demande. On voit bien que le prix s'est assis ici, il a accumulé ici. On voit bien que la tendance reste globalement haussière depuis ce plus bas, qui est sur les 3950, donc plus de 500 pips en dessous du prix. Globalement, le gold a encore à délivrer à l'achat si on revient sur ce niveau. Pour l'instant, le setup, il paraît pas trop mal. On n'a pas eu de cassure très nette sur ces anciens plus hauts. Donc, on va laisser le prix revenir tranquillement sur notre zone de demande. Ok. Pour l'instant, on a une grosse explosion. Énorme prise de liquidité au-dessus. Ça doit être l'ouverture à mon avis. Non, 13h30. Ok. Beaucoup de mouvements. Bougie de 14h qui est très énergique. Plus de 100 pips sur une bougie en M5, c'est énorme. Donc là, on va faire attention à bien éloigner le stop si on veut rentrer en position. Ok, on va se remettre en M1 pour pouvoir voir toutes les bougies. Ok, on est en train d'arriver sur la zone tranquillement. On va pouvoir commencer à regarder ce qui se passe. Là, on voit bien que le gold a bien réagi. Il a bien absorbé. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va commencer à placer notre position. Parce que si jamais le prix vient toucher et rentrer en position, on ne peut pas vraiment se permettre de rentrer 50 à 60 pips trop tard. Ce serait une perte énorme. À ce moment-là, on voit que la zone est en train de réagir juste au-dessus. On peut se permettre de placer un stop loss juste en dessous du prix. Ça nous ferait un stop loss à 60 pips. On peut même l'écarter pour le mettre sur les 4000. 50 pips de stop loss, ce serait nickel. Et honnêtement, au vu de la distribution initiale, on pourrait aller viser un bon 2.5 de risk reward qui revient dans cette ancienne zone d'accumulation. On va laisser le prix se dérouler tranquillement. Ok, on est en train de revenir vers la zone. Ok, toujours pas de retour en zone. Ça accumule beaucoup.
c'est en train d'exploser tranquillement. Ok, on est en plein dans la zone. Et boum, on vient de se faire sortir de position. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on s'est fait sortir du trade là, maintenant? Est-ce que tu as repéré l'erreur en même temps que moi? C'est simple, on a attendu absolument aucune confirmation. Et la deuxième erreur, c'est que le prix avait déjà réagi sur la zone, donc ce n'était plus une zone fraîche. Comme tu peux le voir, première réaction du prix, deuxième réaction du prix, troisième réaction du prix qui ont lieu et qui donnent lieu à des prises de liquidité et à des absorptions. Donc là, ici, en fait, tous les ordres ont déjà été absorbés. Il n'y a plus personne sur la zone. On est les derniers à attendre en position. Et la dernière erreur, c'était clairement de ne pas attendre de confirmation. Qu'est-ce que j'aurais réellement dû faire au lieu de faire mon petit acting et de laisser la position passer? Ça aurait clairement dû être d'attendre un rejet. Et ce rejet-là, on l'a eu clairement qu'au milieu de la zone. Le stop me paraissait aussi assez serré par rapport à la position au vu des mouvements qu'on avait juste au-dessus. Ça, c'est un setup qu'il ne faut pas prendre. La première erreur, c'est de vouloir trader une zone qui n'est plus fraîche. Et la deuxième erreur, c'est de vouloir trader une zone sur laquelle on est déjà venu mécher juste au-dessus. La troisième erreur, c'est de ne pas attendre de confirmation en zone. On vient d'appliquer les trois erreurs ensemble et c'est pour ça que cette zone n'était pas valable et pour ça qu'en temps réel, je ne l'aurais jamais prise. Parfois, même quand tu attends la meilleure des zones, dans la meilleure des sessions, ne pas trader, ça reste un excellent choix. Et crois-moi, les plus grands traders, ce ne sont pas ceux qui tradent 10 fois par jour, ce sont ceux qui prennent le seul bon setup qu'ils repèrent de la journée ou les 3 ou 4 seuls bons setups qu'ils repèrent de la semaine. Ce qu'il va falloir apprendre et ce qu'il va falloir forger sur les prochaines semaines avec cette série de vidéos, c'est ta patience sur les marchés. Et pour ça, il n'y a qu'un moyen de le faire, t'entraîner, t'entraîner et t'entraîner. En effet, une bonne zone, une zone bien solide, ça suffit pas. Il te faut un retour, une réaction et surtout un risque cohérent. Il y a 5 gros points à cocher dans ta checklist avant de rentrer en position. Le premier, c'est une impulsion claire. Le deuxième, c'est de bien avoir identifié la base du mouvement, la base de ta zone d'offre ou de ta zone de demande. La troisième, c'est d'avoir une zone qui est encore fraîche, dans laquelle il y a encore potentiellement des acheteurs ou des vendeurs. La quatrième, c'est d'avoir un retour très propre en zone. Et la cinquième, c'est de bien déterminer ta zone d'invalidation avant de rentrer en position. Le principe complet, il est super simple. Déséquilibre au niveau du prix, gros départ, ensuite retour en zone, et à ce moment-là, tu te décides. Est-ce que je rentre en position? Est-ce que la confirmation est bonne? Est-ce que ma zone est bonne? Est-ce que mon stop est bien défini? Mon TP aussi? Et est-ce que c'est pas trop tard? Et si jamais tu réponds à toutes ces questions-là, tu peux être sûr de rentrer sur une bonne position en fonction de ta stratégie d'offre et de demande. La zone, elle t'explique clairement où regarder et la réaction, elle décide si tu agis ou non. Maintenant, prenons un jour complètement aléatoire sur le mois de juin 2026. Alors, prenons le 9 juin 2026. On va remettre notre barre juste là et on va essayer tous ensemble de trouver un setup potentiel sur le gold. Est-ce que tu es prêt? Ok, parfait. Première étape, on va regarder la structure haute time frame. On va donc se mettre en 60 minutes. On va faire un petit coup de option R et on va regarder ce que nous fait le gold. On est clairement sur de la tendance baissière sur le gold. Il ne faut pas être Einstein pour pouvoir le voir. Tu me diras, si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur les structures de marché, ça peut te paraître un peu compliqué, mais là, à vue d'œil, on le voit quand même, le gold est en train de baisser. Première option, récupération haussière sur quelques centaines de pips. Deuxième option, continuation baissière qui reste quand même la plus sécuritaire. Dès que c'est fait, on retourne sur de la M15 pour pouvoir avoir une vue beaucoup plus détaillée sur le marché. On va pouvoir remettre notre graphique pour aller de 5 minutes en 5 minutes. On va même pouvoir l'accélérer jusqu'en x5 et on va repérer nos zones ensemble. Je vais mettre pause dès que je vois quelque chose d'intéressant sur le graphique. J'ai déjà mes deux zones en tête. Comme on l'a dit juste avant, on va plutôt chercher du mouvement à la vente sur le gold. J'ai déjà pas mal de zones super intéressantes. Je vais mettre une petite pause. Comme ça, vous allez pouvoir me dire ce que vous pensez sur le graphique. On va placer notre première zone qui va être notre zone de demand qui va du coup se situer juste là. Pour moi, c'est complètement inexploitable et on va quand même la mettre sur le graphique. Et on va placer notre zone d'offre qui va être juste au-dessus, hop, sur ce petit mouvement qui a été créé par les acheteurs au marché. Le mouvement a déjà été cassé une première fois, mais en réalité, il a plutôt bien rejeté. Entre ce point-là et ce point-là, on a littéralement que 30 pips. Pour moi, c'est pas une invalidation. On a du coup nos zones d'offre et de demande. On va zoomer un petit peu au niveau des unités de temps. Pour l'instant, on est entre midi et 13h. Il est 14h30, il est même 15h. Et là, c'est le moment où on va pouvoir ralentir notre multiple.
On va se mettre en x1 et on va surtout se mettre en 1 minute. On va repérer des choses intéressantes sur les marchés. Vous le savez, entre 14h30 et 15h30, c'est là que ça commence à bouger très sérieusement. On est beaucoup trop loin de notre zone de demande. Deux possibilités. On a une grosse prise de liquidité ici et on rentre en position avec une grosse confirmation pour du retournement. Première possibilité qui me paraît beaucoup plus viable, ce serait de rentrer avec notre zone d'offre juste ici. En réalité, il y a eu énormément de vendeurs qui se sont mis en position là. On voit la première zone d'offre qui est juste là, la deuxième qui est juste là et la troisième qui est en train de se créer juste là. Pour moi, ça commence à s'éclaircir de plus en plus. C'est plus intéressant de rentrer en position en vente sur cette zone de demand là qu'autre chose. On va remettre le graphique en mode on. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Le gold est en train de partir tranquillement. Pour moi, c'est pas suffisant comme confirmation. On ne rentrerait pas sur ce niveau-là. Ok, on a peut-être passé le trade. Qu'est-ce qui va se passer sur les prochaines minutes? Est-ce qu'on vient récupérer le sommet ou est-ce qu'on tombe totalement? Ok, grosse distribution à la vente de l'or. Ok, magnifique retour en zone. Énorme retour en zone. La zone vient de se faire complètement laminer. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Absorption énorme de toute notre zone, des 63 jusqu'au 37, plus de 300 pips absorbés. Et est-ce qu'on revient clôturer en dessous de la zone ou non? Clôture en dessous de la zone, pour moi, c'est juste une validation parfaite. J'attends que la bougie d'une minute ferme. Magnifique. Fermeture de la bougie d'une minute, absorption totale de la zone de prix. Si jamais on retouche la zone, on y va. Et si jamais on clôture en dessous, on va y aller aussi. Ok, première clôture en dessous en M1. À ce moment-là, c'est clair. Je rentre en position, je mets mon stop loss non pas juste au-dessus de la mèche parce qu'elle est complètement biaisée par rapport au prix, mais juste au-dessus de notre zone là. Et ensuite, je vais prendre jusqu'à ma prochaine zone de demand qui va se trouver juste en dessous. Je peux accélérer mon graphique et on regarde ensemble la prise de position. Ok, ça tombe plutôt bien, toujours pas de break-even. Et on vient dégommer notre objectif de profit en allant récupérer toute la zone de demand. C'est super simple. On est sur un swing d'une zone d'offre à une zone de demand et franchement, fallait pas être Einstein pour pouvoir le voir. J'ai quand même envie de regarder si jamais notre zone d'offre notre zone de demand vient réagir. On aurait pu prendre le retournement avec la zone de demande. Pas du tout. Pas du tout, le gold a continué de couler. Bon, vous voyez les amis, c'était pas un trade super compliqué à prendre. Ça, c'est notre confirmation et notre zone, elle est juste là. Voilà exactement comment on rentre en position avec une stratégie d'offre et de demande. Ton plan en 30 secondes. Je récapitule. En premier, tu repères une accélération. En deuxième, tu viens encadrer la dernière base avant le départ du mouvement ou alors une zone sur laquelle on a beaucoup accumulé avant qu'il y ait une petite distribution très nerveuse. Troisièmement, tu attends le retour sans vouloir courir derrière le prix, sans vouloir rattraper le taxi qui est déjà parti, juste tu attends le retour. Et si jamais tu as ta confirmation et que tu as des risques cohérents, dans ce cas-là, tu peux rentrer en position. Dans la prochaine partie de cette vidéo, sur l'offre et la demande, on va évidemment apporter et appliquer ça au pétrole parce que c'est beaucoup plus simple de comprendre comment ça fonctionne. On a fait un parallèle à l'heure aujourd'hui parce que c'est l'actif que je trade principalement, dans lequel je suis spécialisé depuis déjà plus de 3 ans et actif sur lequel on fait un carnage. Je pense que tu auras vu les résultats de ma journée sur le gold juste au-dessus. Journée à plus de 2000 $. Et comme tu peux le voir, mon compte de trading, je l'ai commencé avec 32 000 $ de capital et il est déjà à plus de 76 000. Si jamais tu veux des résultats comme ça, c'est pas des résultats inhumains. C'est les résultats de quelqu'un de constant qui a déjà un système et qui l'applique tous les jours devant les graphiques. Si tu veux rejoindre une communauté de plus de 10 000 personnes, 10 000 traders qui veulent progresser et qui veulent aller chercher de l'argent tous les jours, je te conseille vraiment de rejoindre Insider. C'est dans le premier lien en description et c'est là où tu progresseras clairement le plus vite. C'est tout pour moi, c'était Insider et on se retrouve sur la prochaine vidéo de la playlist pour pouvoir comprendre et appliquer la structure de marché.